Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Un molotov empavé, un drapeau noir, bleu du ciel et des ampliques sur le trottoir, l'Élysée qui s'écroule et lui c'est son soleil. Et ce soir je mords l'or au pays des merveilles. Salut les individus, bienvenue sur Anartube, la chaîne Twitch sans pseudonymètre. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Rafa. Bonjour Rafa. Bonjour le live. Alors bonjour Rafa, alors si tu pouvais te présenter rapidement, dire ton prénom, tes pronoms, etc. Du coup moi c'est Raph, je suis dans un lycée en terminale et mes pronoms c'est il et yel et mes accords en masculin. Je suis militant anarchiste depuis plusieurs années déjà et je suis particulièrement touchée par les luttes queer, donc c'est un peu le sujet sur lequel je sais le mieux m'exprimer. Et je suis aussi syndiquée à la CNT Jeune du coup. D'accord, ça marche. Alors le thème de l'émission c'est comment militer quand on n'est pas boomer. Bonsoir Kairon qui vient de dire bonsoir. Alors comment militer quand on n'est pas boomer, c'est un titre évidemment provocateur parce que d'habitude je fais toujours comme ça, je fais un titre provocateur pour que les gens viennent. Ça marche pas tout de suite parce qu'il y a d'autres gens en même temps qui font des émissions aussi bien, hein. Et on voulait parler de... Alors on voulait faire au moins deux parties. Une sur ce qui n'a pas changé quand on est jeune, que ce soit en l'an 2000 ou en l'an 2021. Bah, c'est toujours pareil, il y a des structures qui sont pareilles. Ensuite, en deuxième partie, on voulait parler plus de l'actualité. Qu'est-ce qui est différent, parce qu'il y a quand même des choses différentes par rapport au militantisme quand on est considéré comme mineur par la société. Et peut-être une troisième partie sur l'actualité la plus proche, c'est-à-dire le SNU, Parcoursup, etc., la réforme des chômages, etc. Alors avant, tu voulais faire une critique du ce qu'on pourrait appeler l'anti-agisme bourgeois, avec des guillemets. Vous voyez pas mes doigts faire les guillemets. Est-ce que tu peux en dire plus? Je sais que moi, la première fois que j'ai entendu parler d'agisme, c'était par une femme blanche bourgeoise féministe, mais quand même une femme blanche et bourgeoise, cisgenre et hétéro. Et du coup, ça prenait en compte la dynamique d'anti-agisme, mais que au sein d'un milieu bourgeois, d'un milieu blanc et d'un milieu cisgenre. Et ça oublie le fait que quand tu vis une oppression, elles sont toutes liées, dans le sens en tant que personne queer, tu vis les oppressions de personnes queer, mais si t'es mineur, si t'es jeune, tu vis aussi des oppressions liées à ça. Et c'est cette personne bourgeoise, du coup, a fait vachement dissocier ne prenait pas en compte le vécu des personnes qui n'étaient pas bourgeoises, qui n'étaient pas blanches, qui n'étaient pas cisgenres et hétéros. Et ça n'a pas vraiment de sens de le concevoir comme ça, parce que l'agisme, c'est comme toutes les autres discriminations, est très lié. Et les discriminations que peuvent vivre des bourgeois n'ont rien à voir avec les discriminations que peuvent vivre des prolétaires. Quand t'es prolétaire et que t'es jeune, tu peux galérer pour faire tes études, si tu veux faire des longues études à la fac ou quoi. Alors quand t'es bourgeois, tu vas peut-être galérer pour d'autres formes d'agisme. Quand t'es jeune, tu peux galérer parce que ton CAP il se passe pas bien, parce que quand t'es apprenti, ton patron il te traite comme de la merde, et c'est aussi de l'agisme et aussi de la lutte des classes. Et quand t'es un bourgeois, t'es juste méprisé parce que t'es jeune, et c'est bourgeois, quoi. C'est comme, ça me rappelle, pour faire un parallèle avec parce qu'en fait, toute cette semaine, on a essayé de parler d'agisme. Salut Bratatak. Toute la semaine, on a parlé d'agisme, et j'avais lu un vieux texte, des années 70, qui relatait une grève d'écoliers à Londres en 1911, et qui montrait que les enfants, de base, ils étaient hyper surveillés à l'époque, encore un peu aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, mais à l'époque, les enfants assignés au genre masculin pouvaient plus faire grève parce que eux, ils avaient un minimum de liberté comparé aux filles qui pouvaient pas faire grève des écoles dès 10-14 ans. Et du coup, voilà,
c'est pas récent, enfin c'est pas récent du tout cette intersection, c'est pas une théorie sortie de nulle part des États-Unis ou je sais pas quoi, c'est vraiment quelque chose de concret quoi, qui date depuis la nuit des temps peut-être. Alors on voulait parler, voilà, faire une petite critique de cet anti-agisme non intersectionnel, mais on voulait parler aussi un peu de militantisme. Du coup, comment ça se passe toi au lycée, parce que tu viens de dire que tu étais en terminale, comment tu fais en quelque sorte pour militer alors que t'es au lycée? Eh ben, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Bon, je pense que ce que j'ai vécu et je tiens à le préciser, a été, comme il y a eu la crise Covid, le lycée c'était compliqué, c'était en distanciel, puis c'était plus en distanciel. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup sur mon militantisme. Mais être militant au lycée, c'est s'en prendre plein la gueule quand tu l'ouvres, quand tu veux faire des trucs. Je sais que, par exemple, dans ma MDL, c'est la maison des lycéens, c'est dans le lycée, c'est un endroit qui est censé être dédié aux lycéens et lycéennes, mais qui en soi ne l'est pas. Et c'est aussi une organisation dans le lycée qui est censée pouvoir faire des trucs. Je sais que dans ma MDL, par exemple, on a le droit d'afficher ce qu'on veut sur les murs, sauf, du coup, je viens de l'apprendre, sauf du coup des tracts qui parlent de politique, qui parlent d'antisexisme, qui parlent d'antiqueerphobie. Ça, on n'a pas le droit. On a le droit juste de poster des jolis posters avec des fleurs dessus. Du coup, l'administration ne va pas nous aider, ça c'est sans surprise. Les profs nous méprisent parce qu'on est jeunes. On n'a pas vraiment notre mot à dire. On fait si on veut tenter de bloquer notre lycée, si on veut faire passer des tracts, on va aussi s'en prendre plein la tête par l'administration. Je me souviens, petite anecdote pas très drôle, je faisais un blocus. À cette époque-là, j'étais à l'internat de mon lycée. J'étais en train de faire un blocus. On avait ramené des banderoles devant, blocus banal de tout lycéen lycéenne. Et je me rappelle de mon proviseur de l'époque qui vient me voir, qui me regarde droit dans les yeux et qui me met le plus gros coup de pression de ma vie, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit tu l'as fait à l'internat hier soir? Voilà, alors que je n'avais jamais parlé de ma vie, qu'on s'était jamais croisés là-bas. C'était vraiment clairement pour nous dire je sais qui vous êtes, je sais ce que vous faites, pour nous mettre un coup de pression et pour nous faire peur lors de ce blocus. Alors qu'en soi, le blocus, il était pas terrible. On était 4-5 à bloquer un lycée. Il y avait les keufs à 2 rues. On n'allait pas faire grand-chose. Hein. Et pourtant, il s'est quand même dit, ils sont jeunes, c'est pas grave. Tant pis, je peux leur mettre un coup de pression, ils vont rien dire. Effectivement, on n'a rien dit, du coup. Oui. Mais pour le coup, ça prouve... Ah, effectivement, c'est assez... c'est compliqué, c'est limite clandestin le truc... ce que tu me dis, parce que... Oui, bah oui. Mais du coup, t'affiches aucun symbole politique, genre t'as dit que t'étais syndiqué, t'affiches jamais le logo de ton syndicat sur toi, ni rien? Je pense... Enfin, mon lycée, c'est pas un très très grand lycée, mais je pense que... non, j'affiche pas le logo de mon syndicat sur moi ou quoi, mais je pense... J'ai tracté plusieurs fois dans le lycée, donc je pense devant le lycée. Donc je pense qu'il va se douter un petit peu. Oui. Mais j'ai clairement à aucun moment dit oui, bonjour, je suis la personne syndiquée de ce lycée. Je n'ai parlé à aucune personne, j'ai jamais eu affaire à l'administration de mon lycée ou quoi. C'était fait en tsum tsum, comme on dit, Oui, un peu par des bails. D'accord. Donc en gros, au lycée, ça me surprend pas du tout ce que tu me racontes, mais en gros, au lycée, tout ce qui pourrait amener les gens à se politiser est un peu réprimé, même parce que tu me parles des affiches qu'on n'a pas le droit de mettre. Entièrement. Voilà, donc c'est étonnant dans une école qui accueille des gens de, si je dis plus de bêtises, de 16 à 18 ans, c'est étonnant de pas vouloir que les gens se politisent en fait. C'est c'est étonnant entre guillemets, l'État a pas besoin forcément que les gens dès 18 ans ils viennent d'extrême gauche et tout, mais c'est pour des gens qui voient l'école de manière naïve, ils comprennent un petit peu mieux le rôle qu'a le système éducatif là-dedans, quoi.
effectivement. Est-ce que tu peux parler, là on parle du militantisme, mais il y a des gens qui veulent peut-être changer les choses de l'intérieur. Est-ce que tu peux me parler un peu des délégués de classe par exemple? Qu'est-ce que t'en penses des délégués de classe? Ils sont très sympas, hein, mes délégués de classe, il n'y a pas de souci. Mais c'est un rôle très, très hiérarchisé. Et en tant qu'anarchiste, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Euh, En fait, en soi, à part représenter officiellement la classe, nos délégués nous servent à rien parce que c'est forcément affinitaire. Si tu as un problème dans le lycée, que tu te fais harceler, tu vas pas aller parler à ton délégué que tu croises 3 fois dans la classe par jour. Tu vas aller voir une personne en qui tu as confiance, une personne que tu connais un peu plus. Donc, moi, j'ai de la chance dans ma classe, on se connaît tous à peu près très bien, on se côtoie depuis longtemps, donc il y a un climat de confiance qui est installé et qui permet que quand tu as un problème, tu vas pas voir le délégué, tu vas voir la personne que tu sais très bien qu'elle saura agir. Par exemple, je suis qualifiée dans ma classe, ouvertement, je suis la personne militante de ma classe. S'il y a des personnes qui ont un problème avec des profs fachos, des profs qui tiennent des propos racistes, qui tiennent des propos sexistes, s'ils ont un problème, s'ils veulent faire remonter ça, ils savent très bien que c'est à moi d'en parler. Pareil, s'il y a des personnes qui sont harcelées dans la classe, elles savent très bien à qui en parler et c'est pas forcément les délégués. Donc, pas officiellement, on crée une organisation dans la classe, pas hiérarchisée, en passant pas par les délégués, parce que nos délégués sont gentils, mais ils savent pas forcément comment réagir dans toutes les situations. Donc c'est vachement intéressant et à la fois c'est vachement inutile les délégués, mais c'est vachement intéressant de voir comment on s'est rapproprié les rôles qui étaient à la base hiérarchisés, comment on a réussi, c'était pas notre objectif. Comment ça s'est passé au final, ces rôles de délégués dans ces classes, parce que on ne sert pas des délégués et on fait juste entre nous pour que ça fonctionne. Ok, bah c'est super ce que tu dis, en fait, et j'aime bien comment... Parce qu'en fait on parle des délégués, mais moi ce que j'aime bien voir, c'est aussi le rôle qu'a le système éducatif, système scolaire, pour dire plus simplement, dans l'apprentissage de la non-politisation. Donc il y avait déjà réprimé les affiches politiques, mais aussi il y a la fameuse élection des délégués de classe, qui fait reproduire le système électoral à l'échelle d'une classe, quoi, d'une classe d'école, quoi. Donc on voit, voilà, on sait qu'il sert à rien, on sait que j'en avais parlé dans mon blog, c'est écrit dans mon blog comme diraient d'autres gens. Il est gratuit mon blog, au moins vous n'aurez pas à le payer. Est-ce que, alors toi tu t'en souviens peut-être, moi j'ai aucun souvenir, enfin j'en ai très peu de souvenirs du collège. Est-ce que toi tu sais s'il y a déjà certaines formes de politisation au collège? Clairement non. Pas du tout, c'est vraiment pas le lieu approprié. Il y a des personnes qui sont politisées dans leur coin au collège, pardon, mais à aucun moment au collège tu auras l'occasion. Le collège n'est pas le lieu fait pour les personnes que tu rencontres. À aucun moment vous allez parler de politisation. Je comprends qu'en 6e t'as pas forcément envie de parler de ça, mais ni en 3e ni en 4e, c'est le lieu où tu ne parles pas de ça, où tu suis tes cours et tu parles de tout sauf de ça. Et c'est dommage parce que nos cours du collège, c'est un plus libre qu'au lycée. On n'a pas le bac à la fin de l'année. Et ce serait là le moment où justement on pourrait faire apprendre aux élèves des formes, des apprentissages pour vivre en société. Et c'est pas le cas. Et c'est extrêmement dommage. Je sais que moi j'étais politisée au collège et j'ai été longtemps très seule dans mon militantisme quand j'étais en 3e parce que je connaissais aucun autre militant et que mon lycée n'était pas, mon collège, pardon, n'était pas un lieu approprié pour la lutte, tout comme les lycées, mais le collège c'est un stade supérieur là-dedans. Enfin, ça sert à rien de l'évoquer, quoi. Ouais, c'était juste pour évacuer la question s'il y a des gens qui disent oh là là, vous êtes pour que les enfants ils soient je sais pas quoi, non je sais pas. Mais je me souviens, j'ai un souvenir du collège, mais c'est plus un rêve que j'ai fait. J'avais rêvé qu'il y a une sorte de mutinerie dans ma classe quand j'étais en 4e, qu'on renversait toutes les tables, qu'on empêchait les profs de rentrer et qu'on disait qu'on commençait, enfin
une certaine, avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque, une certaine forme d'organisation autonome, quoi. C'est un rêve que j'avais déjà fait à l'époque en quatrième. Comme quoi j'étais prédestiné à l'anarchisme, hein, faut croire. Voilà. Comme dans un bateau. Enfin bref. Alors tu disais c'est très rare, mais qu'est-ce qui fait que toi t'étais politisé? Alors t'es pas obligé de répondre. On peut demander plus indirectement quel est le rôle de la famille ou de l'entourage dans la politisation, par exemple. Moi, j'étais pas du tout politisée grâce à ma famille ou grâce à mon entourage. C'était mon cheminement à moi tout seul et ma famille était et est toujours d'ailleurs plutôt opposée à mon militantisme, à mes idéaux politiques de gauche. Et c'est très très marqué. C'est pas en tant que personne jeune de gauche, j'ai pas mon mot à dire lors du débat familial, lors des repas. C'est inenvisageable qu'une personne de 17 ans aille dire à une personne qui en plus s'avère être mon père ou ma mère, de leur dire excusez-moi, mais ce que tu dis, ça n'a aucun sens, c'est faux. Ce que tu dis, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un fantasme de droite, ça n'existe pas. C'est inenvisageable d'aller dire ça. Après, tous les schémas familiales se ressemblent pas tous, et j'imagine que dans d'autres familles, le débat est peut-être plus ouvert. Mais en tant que la personne la plus jeune, en tant que personne de gauche, en tant que personne assignée femme à la naissance, c'est inenvisageable d'aller dire non, vous vous trompez, parce que ma parole, elle sera forcément relayée à une parole d'ado rebelle, entre guillemets, d'ado qui fait sa crise, etc., Oui. etc. Ce qui décrédibilise totalement les personnes les plus jeunes, parce que ben, on a le droit d'avoir un avis politique à 15 ans, et ça veut pas dire que, ok, peut-être qu'il changera plus tard, mais il faut quand même respecter les avis des personnes mineures, des personnes jeunes. Ouais, clairement, la fameuse crise d'ado qui est ressortie à tous les coups pour dire ah, c'est bon, t'es irrationnel, ce que tu dis c'est des hormones, etc. Exactement. Ouais, même on me le fait encore. Moi je te dis, j'ai passé le quart de siècle, je donnerai pas mon âge exact, mais j'ai passé le quart de siècle, et il y a encore 3-4 mois, on m'a dit ouais, tu fais une crise d'ado, tout ça parce que je voulais garder mes cheveux longs, etc. Enfin, n'importe quoi. Bref, c'est incroyable. Alors, du coup, on parle de la place de la famille pour la politisation, donc visiblement pour toi, mais sans doute pour la plupart des personnes, je pense, c'est un peu un frein à la politisation. Moi-même, même si mes parents m'ont un peu... excuse-moi, tu disais? Je disais exactement. Exactement. Ah d'accord. Dans mon cas précis, mes parents, ils étaient pas d'extrême gauche, hein, ils étaient... Il y en a qui a viré d'extrême droite vers... avant ma naissance, jusqu'à aujourd'hui, entre aujourd'hui et l'époque, il était un peu, il était d'extrême gauche, je crois. Il était genre, il votait Arlette Laguillet, donc l'équivalent de Nathalie Arthaud à l'époque. Et aujourd'hui, il est tourné complètement UPR, donc extrême droite confus, etc. Ma mère, elle est plutôt PS, quoi, elle est plutôt PS. Donc c'est pas eux qui m'ont fait que je suis devenu anarchiste. Ils m'ont un peu parlé de politique, mais dès que je commençais à me politiser sérieusement, c'est-à-dire vraiment avoir eu des convictions et chercher à convaincre les gens, etc. Bah là, ça marchait pas du tout. En fait, c'est plus des postures qu'ils avaient. Tiens, il y a quelqu'un qui parle de... il y a Chalachaska et Ameldir qui disent bonjour. Salut les amis. Alors, les individus. Je me suis politisé vers 20 ans, dit-il, et on m'a très longtemps dit que je faisais ma crise d'ado avec 5 ans de retard. Ce qui ne serait certainement jamais arrivé si mes opinions avaient été plus, entre guillemets, convenables. Ouais, c'est un peu ça aussi. Dès que... Enfin, la crise d'ado, c'est un peu l'excuse qu'on sort à chaque fois pour faire taire une personne qui dit des choses un peu... qui fait un peu chier les adultes, quoi, tout simplement. Enfin, les adultes assis. Je sais pas comment on dit, parce que moi je suis adulte, enfin je me considère comme adulte moi-même, donc je peux du genre dire non, c'est dans la tête, là, j'accepte, hein, je perds mes cheveux, etc., c'est normal. Alors, on disait la place de la famille dans la politisation, après cette parenthèse, quelle est la place de la famille dans les oppressions, par contre, liées à l'âge, mais pas que, hein, on a déjà dit que c'était intersectionnel, comme on a dit. Alors, d'après toi? La place de la famille dans les oppressions, bah, ta famille, c'est les personnes qui vont
le plus t'influencer sur tes opinions politiques, les codes sociaux que tu dois adopter, etc., etc. Et si tu es né dans une famille chrétienne très croyante, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne veux pas être forcé à aller à la messe tous les dimanches, eh bien, tu te fais engueuler, tu te fais... parce que tu rentres pas dans le petit code que ta famille a adopté, non, que ta famille a. Et du coup, en fait, c'est ton cercle, c'est le premier cercle social que tu as. Tu nais dans ta famille, tu grandis, tu te construis dedans. Donc, c'est des personnes qui peuvent tout autant t'influencer sur ta façon d'oppresser d'autres personnes. Et tiens, je mets une parenthèse, on oppresse tous sans rendre compte, sans le vouloir forcément, mais c'est eux qui vont t'apprendre les codes sociaux et donc les oppressions. Et si tu rentres pas dans leur code, eh ben, tu vas t'en prendre plein la gueule toute ta vie. Ou alors, tu ne reverras plus jamais ta famille, au choix. Ouais, c'est un peu triste dit comme ça, comme oui, effectivement, la famille, en fait, c'est une institution qui va faire régner l'ordre, entre guillemets, avec un grand O, le fameux ordre capitaliste, tatiste, patriarcal, etc. Donc il y a une figure, c'est hyper hiérarchique. C'est en manière générale un homme qui va être entre guillemets la figure paternelle, qui va un peu décider qui pense quoi, ou en tout cas qui doit exprimer quoi, parce qu'il peut pas empêcher les gens de penser d'autres choses. En général, statistiquement, bon ça veut rien dire, mais enfin, je sais pas, c'est des chiffres, on en fait ce qu'on veut, mais statistiquement, plus on vieillit, plus les populations sont vieilles actuellement, plus elles sont de droite, selon les chiffres, j'ai pas tout regardé dans le détail. Donc en général, il va y avoir des conflits entre les personnes adolescentes qui se construisent et les personnes adultes qui se considèrent comme matures et qui savent... Enfin, qui changeront jamais, point barre, ils ont la solution absolue, quoi. Il y a le fameux exemple des repas de famille que moi je déteste, c'est le grand-père qui est fan de De Gaulle, qui passe son temps à dire que la France a besoin d'un leader, etc. Et que les jeunes d'aujourd'hui ça va pas, mais c'était pas mieux avant, vous inquiétez pas, moi je suis pas un vieux con, etc. Et c'est insupportable, on peut rien dire dès qu'on dit un truc de travers, voilà. Voilà. Peut-être, je me doute que certaines personnes plus âgées doivent sûrement aimer ces repas de famille, sinon ça continuerait pas d'exister. Mais pour les personnes les plus jeunes, c'est un moment horrible. C'est un moment où tes choix vont être remis en question. Est-ce que tu es vraiment sûr de faire ces études-là? Est-ce que tu es vraiment sûr que plus tard tu réussiras à gagner ta vie? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir te marier à une femme en tant que femme? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir te marier à un homme en tant qu'homme? Est-ce que non, vraiment, est-ce que c'est vraiment possible tes choix de vie? Ils sont forcément remis en question. On vient là, on te pose des questions sur ta vie que t'as pas forcément envie de partager à ces gens-là, et on va te juger, et on va t'opprimer pour tes choix de vie, pour pour qui tu es, pas forcément que pour tes choix, pour qui tu es, pour qui t'as décidé, qui, qui tu assumes être, pour qui tu es ouvertement, je pense, toutes les personnes transgenres dont je fais partie, qui, euh, qui, euh, qui se voient oppressés pendant les repas de famille à coup de dead name, donc de leur ancien prénom, leur prénom assigné à la naissance, et qui vont être est-ce que tu es vraiment sûr d'être un homme? Est-ce que tu es vraiment sûr d'être une femme? Parce que c'est pas possible. Moi, je t'ai connu depuis que t'es un enfant. C'est pas possible que ce soit comme ça. Juste parce que ça rentre pas dans leur vision et dans leur monde. Bah ouais, et puis ça s'arrête jamais en fait. Enfin, je veux pas te désespérer, mais enfin, là, c'est tout le temps. Ça... Quand je suis hors pas de famille et que on est un petit comité, il y a moi dans les 4-5 personnes, c'est toujours
des remises en cause de mes choix de vie, ou même pas de mes choix. Par exemple, j'ai pas choisi d'être attiré autant par les hommes que par les femmes, par exemple, ou que par les personnes non binaires. J'ai pas choisi d'être trans. Bon, je leur dis pas, je leur montre pas, enfin, j'essaie de leur cacher. Mais ça aussi, je sais très bien que si je commençais à leur montrer, bon, bah, il y aura, ça rentrerait pas dans les clous, donc ça va poser problème, etc. Donc, ça s'arrête jamais, hein, à partir du moment, il y a toujours une ligne à laquelle on dit c'est bon, à ce moment-là tu pourras. C'est un peu comme quand tu dis est-ce que je peux jouer à tel jeu, et dis non, quand tu seras grand tu pourras parce que là c'est violent. Bah là c'est un peu pareil, à chaque fois qu'on va revendiquer notre maturité, le fait qu'on est mûr, adulte, comme tu veux, au bout d'un moment ils vont dire non c'est pas fini, donc on nous considère comme mineurs. Donc on lui dit bah quand t'auras 18 ans, ok. Quand on a 18 ans, il dit ah bah non, t'es encore dépendant financièrement ou dépendante. Toi c'est pas possible. Comment ? Je disais, tu vis sous mon toit, tu feras ce que tu veux quand tu seras plus à la maison, puis tu feras ce que tu veux quand j'arrêterai de te payer tes études, puis tu feras ce que tu veux quand, etc. Ça reste jusqu'à la fac, voilà. Quand t'auras passé le quart de siècle, quand t'auras ton premier travail stable aussi, j'avais noté. Ah là, mais même là par exemple je suis dans une situation assez précaire, je dépends financièrement en petite partie mais quand même un peu de ma famille, mais je sais que même quand j'aurai mon travail stable et je gagnerai le SMIC tous les mois, enfin je sais même pas si ça arrivera un jour, mais admettons ça arrive, ils continueront de dire que je fais les crises d'ado parce que je laisse pousser mes cheveux et que je devrais pas faire ce métier là, je devrais être ingénieur, etc. Enfin voilà, c'est ce genre de conneries là. Là on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait dit en général sur qu'est-ce qui change pas en fait, qu'est-ce que l'agisme en général on peut dire. On va passer à la deuxième partie sur l'actualité, mais après ça on peut faire une petite pause musicale. Tu voulais faire découvrir la musique d'amis à toi, tu peux en dire plus? Oui, c'est ça. J'ai des amis à moi qui ont le groupe ODC Onde de Choc, qui viennent de sortir leur album sur Spotify, sur toutes les plateformes, donc je voulais le faire écouter. D'accord, et je partagerai les liens dans le chat en même temps. À tout de suite. Maître renard, d'un air affamé, il tâte à peu près ce langage.
Que vous sachiez que tous les fauves ne sont pas dupés. Il en reste des rusés, bien assez révoltés. Oui, tous ces oiseaux ne pourront pas toujours voler, car un jour les prolos réussiront à les plumer. Les individus, re-bienvenue sur Anartube. C'est la chaîne sans CO2 avec enfin CO2 ça se discute, on utilise un ordi quand même, avec Rafa du coup. Militant, t'avais dit quoi? Queer, lycéen, c'est ça? Queer, oui, lycéen et anarchiste. D'accord, ça marche. Alors la première partie, on avait parlé de l'agisme en général, ce qu'on pourrait appeler l'agisme. On pense que les gens ont à peu près compris de quoi on parle. En fait, un peu tout le monde le vit, l'agisme, en fait, d'une manière ou d'une autre. Même, comme on l'a dit, même les personnes bourgeoises en général, mais c'est intersectionnel, évidemment. Les personnes bourgeoises assignées au genre féminin et qui sont racisées en plus, etc. etc. C'est toujours... il y a différentes manières de subir l'agisme. Maintenant, on va parler des luttes. Tout simplement. Pas grand-chose d'autre à dire. Il y a beaucoup de luttes, on a remarqué, récemment, portées par les jeunes. J'avais lu, comme je l'ai déjà dit en première partie, j'avais lu un article mardi qui montrait que c'est pas nouveau. Qu'il y a déjà eu des luttes d'écoliers, même de 10 à 14 ans, mais aujourd'hui c'est plus visible grâce au fait qu'il y a qu'il y a les réseaux sociaux, en fait. Simplement, on va beaucoup en parler. Et on va parler notamment de TikTok. Alors moi qui ai un vieux Nokia pourri, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est TikTok? TikTok, c'est un réseau social qui se base sur le contenu que tu consommes pour te représenter le même contenu, comme à peu près tous les réseaux sociaux, mais c'est vachement poussé sur TikTok, ce qui fait que on peut vite tomber sur que du même contenu sur l'entièreté de ce que l'on consomme. C'est des vidéos plutôt courtes qui vont de 15 secondes à 1 minute, donc c'est pas des choses qu'on peut énormément développer, mais il y a beaucoup plus de militants sur TikTok que ce qu'on pourrait penser, parce que ça apporte une visibilité, parce que ta vidéo, tu peux avoir 3 abonnés, ta vidéo, elle peut percer en un jour, elle peut aussi ne pas percer jamais, mais tu peux très vite avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Ça veut pas forcément dire que tu auras beaucoup de monde qui te suivra, mais sur des vidéos, tu peux avoir un buzz, avoir d'un coup beaucoup de vues. Du coup, en fait, c'est simple. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus ça buzz. Du coup, il suffit que ta vidéo, elle parle de sujets un peu sensibles pour que ta vidéo, elle explose. Je pense notamment à Mocid, une TikTokeuse et une YouTubeuse qui a fait une vidéo il y a 1 an, il me semble, où elle parlait du fait que la plupart des auteurs, dont Jules Verne par exemple, qu'on nous présentait à l'école, ils étaient sexistes, ils avaient plein de problèmes, plein de défauts et tout. Et le but, c'était pas de cancel, entre guillemets, ces écrivains-là, mais de parler de pourquoi ils n'étaient pas forcément si bien que ce qu'on pensait. Et sa vidéo a totalement buzzé et a totalement eu beaucoup de vues, je m'en rappelle plus des nombres. Et, et
beaucoup de réactions négatives, mais ça a aussi apporté une visibilité à son contenu, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont pu le voir et pas forcément se dire ok, je suis 100% d'accord, mais la masse de personnes pas contentes ont fait que la vidéo, pas contente avec son contenu, ont fait que la vidéo a remonté et qu'elle a pu toucher un public beaucoup plus large. C'est notamment enfin, sur les réseaux sociaux, la plupart, c'est pas choquant de voir du contenu militant tous les jours sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. C'est vraiment, quand tu regardes la story de lycéens, lycéennes, tu peux facilement voir des posts en story de la prochaine marche pour le climat, de, euh, de qu'est-ce qui se passe dans le lycée d'à côté, qu'est-ce qui est sexiste dans le lycée d'à côté, etc. Donc c'est vachement impressionnant et je m'y attendais pas forcément que sur TikTok ça parte comme ça, que tu puisses tomber sur du contenu militant qui parfois était même très développé pour ce que permettait la plateforme. D'accord. Là, c'est bien parce que ça, en quelque sorte, ça visibilise une lutte qui est cachée en fait, parce que je suis à peu près sûr C'est que ça. c'est pas. Enfin, c'est évident, je le sais, c'est pas nouveau qu'il y a des réelles luttes, des luttes de classe, mais avec un petit C du coup de classe d'école, quoi, des luttes scolaires, pour faire un jeu de mots un peu pourri. Voilà. Et du coup, euh, c'est. C'est aussi, je voulais faire une petite parenthèse. Alors, trigger warning, j'ai mis en gros en haut à gauche maltraitance, inceste, agisme, etc. Euh, on invisibilise les luttes des jeunes, on va dire jeunes en général, parce que ça peut impliquer les mineurs ou les gens qui sont à l'école spécifiquement, ou les gens qui ont moins de 26 ans, ou les gens qui n'ont pas toujours pas de boulot. Bref, euh, on invisibilise donc les luttes des jeunes en tant qu'adultes. On ne connaît pas les luttes réelles des jeunes, les réelles confrontations, les réelles luttes de classe, enfin qui ont le même mécanisme que les luttes de classe. Mais c'est lié à un autre fait, à une autre chose, c'est qu'on invisibilise ce que subissent les personnes en tant que agisés, on va dire, en tant que jeunes, notamment le fait que il y a peu de gens qui savent que un enfant sur 5 en Europe est victime de violences sexuelles en fait. Et c'est quelque chose d'immense, hein, ça implique des dizaines de millions de personnes, et c'est quelque chose dont on parle très peu, et les seuls groupes politiques qui en parlent, c'est vraiment des trucs hyper radicaux, un peu groupusculaires, et qui sont pas pris au sérieux, quoi. Et voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, désolé si c'est sensible pour des gens ici, mais ça me semble important de préciser que c'est pas juste les adultes qui dans leur coin disent bon on s'en fiche des jeunes, on s'en fiche de ce que font les jeunes au lycée, c'est carrément tout l'agisme qui veut ça en fait. L'agisme fait que on parle pas des jeunes quoi, c'est juste ils sont pas intégrés dans la Leurs société, donc sentiments, ouais, de leurs sentiments aussi, oui, on s'intéresse pas à ce qu'ils mm, ressentent, etc. quoi. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, j'avais leurs sentiments sont, hmm. leurs sentiments sont invisibilisés parce qu'ils sont jeunes et parce que t'es jeune et enfin, ça n'a Oui. pas forcément de fin en soi ce que je veux dire, mais euh, on, on, on va pas demander à une personne, à un enfant, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que ça va, enfin, c'est des questions de surface. Hmm. On va, je sais que moi, mes parents, ils m'ont jamais demandé comment ça se passe à ton école, est-ce que tu te sens bien, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, quelles sont tes enfin, relations sociales, ils vont peut-être pas me demander pour moi ou ça, hein, mais on m'a jamais demandé euh, est-ce que tu te sens exclu dans ton école? Est-ce que tes amis, ils sont sympas avec toi? On m'a jamais posé ces questions-là. On m'a demandé Oui. c'est quoi tes devoirs à faire? Est-ce que tu as rangé ta chambre? On va pas, on va quand j'étais enfant, on m'a classifié, on m'a dit tu fais ton rôle d'enfant, c'est travailler à l'école, ranger sa chambre, faire ses devoirs, point. On m'a pas posé la question de mon vécu, de ce que je ressentais en tant qu'enfant. Et ça n'a pas été mon cas, mais dans le cas des agressions sur les enfants, on va pas chercher non plus c'est normal qu'un enfant se taise, qu'un enfant ne parle pas de ce qu'il ressent, de son mal-être, etc. C'est normal qu'un enfant il fasse juste jouer et travailler à son école. Ouais, c'est bien dit, l'expression que
que tu as dit, là, jouer son rôle d'enfant, je pense que je vais la garder. Je vais la garder et je vais la propager partout parce que c'est ça en fait, on insigne un rôle, on insigne, on assigne un rôle tout simplement à des gens qui ne doivent pas sortir de ce rôle-là. Voilà, un enfant, ça ne peut pas avoir des problèmes avec le tel adulte qui lui aurait fait des attouchements par exemple. Voilà, ça n'est pas possible, c'est un enfant et voilà, c'est comme ça. Un enfant, ça peut pas pleurer pour autre chose que le fait qu'il veut sa poupée et il l'a pas, ou parce qu'il veut voir sa maman alors qu'il est à l'école. Bah, c'est un rôle un rôle oppressif, mais en même temps un rôle qui correspond parfaitement à ce que le capitalisme et tout veut en fait. C'est des gens qui se posent pas de questions, qui peuvent pas s'opposer, qui sont désarmés en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est désarmer des gens en fait. Voilà, face à toutes les sortes d'oppressions qu'on va subir dans la vie par la suite, même dès qu'on est jeune, on vient de le dire. Voilà, c'était une grande parenthèse, mais ça me semblait important de rappeler que si moi ça me tient à cœur, c'est parce que, pas que j'ai subi ça moi-même, mais c'est parce que ça implique énormément de monde et que je trouve ça horrible, ouais, simplement, parmi toutes les autres choses qui me tiennent à cœur. Donc on a parlé des réseaux sociaux, de TikTok, et le 14 septembre 2020, je crois, oui 2020 du coup, a lieu un mouvement qui s'est appelé aussi le mouvement des jupes, qui a été initié par TikTok aussi grandement. Est-ce que tu en sais plus, ouais, est-ce que tu en sais plus dans le détail? Eh bien, on peut résumer. Euh, je sais plus exactement d'où c'est parti, mais il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Il me semble, je suis pas certain de ce que je vais raconter, mais il me semble que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont plaintes que dans leur lycée, dans leur collège, ils pouvaient pas forcément s'habiller comme ils le souhaitaient, que ce soit des personnes assignées hommes qui pouvaient pas forcément porter de jupe sans qu'on les juge, qu'on les recale, qu'on leur dise ta tenue elle est pas correcte, elle est pas adaptée au lieu. C'est aussi des personnes voilées qui se plaignent toujours, car c'est toujours le cas, de ne pas pouvoir porter leur voile dans leur lycée, leur tenue est jugée incorrecte, alors que porter une jupe, c'est pas incorrect, porter un crop top, c'est pas incorrect, porter un voile, c'est pas incorrect. Du coup, il y a eu ce moment-là, le 14 juillet, où tout le monde euh, venait habillé selon des codes qu'ils avaient envie de façon à ce que, je sais pas comment tourner ma phrase, mais qui venaient habillés à l'encontre du règlement de l'école, donc avec des jupes, des crop tops et des voiles pour certaines de ces personnes-là. Et ça avait pour but de faire un peu front face à l'administration du lycée qui lui, te recale à l'entrée. Ça fait vachement recaler en boîte, t'as pas le droit de rentrer parce que t'es pas assez bien sapé. Mais du coup, non. Là, on est dans un lycée et on te recale parce que tu portes une jupe un peu trop courte, tu portes un short alors que il fait que 35 degrés. Ça va, c'est pas si chaud que ça, tranquille. Donc bon, c'était ça la base de ce mouvement-là et c'était très intéressant parce que ça avait beaucoup tourné sur les réseaux, même si une fois encore dans la réalité, c'est toujours les personnes queer, les personnes trans, les personnes racisées et les femmes qui s'étaient bougées, qui avaient vraiment agi dans les faits, qui avaient vraiment porté des jupes, qui avaient vraiment porté leur voile dans le lycée alors que c'était interdit et qui ont vraiment risqué, bon, c'est pas un énorme risque, hein, mais qui ont risqué de se faire convoquer chez la CPE, etc., etc. Et encore une fois, les soi-disant alliés hommes cisgenres, hétéro et diadiques et blancs n'ont pas fait grand-chose. Ils sont restés dans leur camp Ouais, et ont peut-être reposté des trucs, mais au final, ils n'ont pas vraiment agi. Mais c'était quand même intéressant ce moment-là, parce qu'on avait vraiment eu l'impression d'avoir du monde, vraiment avoir eu l'impression d'avoir des gens qui repartageaient ça, et ça avait beaucoup, beaucoup tourné. Du coup, on se sentait beaucoup moins seul dans notre militantisme ou quoi. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre ces discriminations-là, contre ce mépris envers des personnes jeunes qui s'habillent en jupe, quand même. Il faut le faire. Donc c'était vachement impressionnant comme mouvement et moi ça m'a fait plutôt chaud au cœur de voir que c'était un mouvement qui avait beaucoup tourné et tout parce que ça me tient à cœur personnellement.
Et Ouais. ça m'a surpris dans le bon sens. Ouais, la liberté de s'habiller comme on veut, en fait, tout simplement, c'est une liberté de base qui devrait même pas. Enfin, c'est dingue qu'on ait besoin de faire des mouvements sociaux pour la liberté de porter tel type de vêtements qui est bah, normal. Enfin, c'est des jupes, enfin, je vois pas le problème. C'est. Oui. Après, je peux comprendre qu'il y ait certaines tenues. Genre, t'arrives en costume sadomaso à l'école, bon, évidemment, ça va pas être forcément adapté, ça va forcément gêner des gens, mais tu es en jupe, enfin voilà, crop top, bref. Après, je shame pas je ne me moque pas des gens qui pratiquent le sadomaso, il y a aucun problème avec ça, hein, c'est une pratique dans le consentement. Tant que c'est du consentement, c'est bien, évidemment. Alors. Ouais, j'aime bien ce que tu t'avais dit. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Continue, je t'en prie. D'accord. Tu disais que c'était comme des videurs, des videurs en boîte de nuit. Mais en fait, en parcourant tout à l'heure pour essayer de me retrouver la date de ce mouvement-là, qui était le 14 septembre, donc du coup ça fait 1 an déjà. En fait, j'ai vu une affiche à l'entrée d'un lycée où il y a écrit tenue correcte exigée, comme à l'entrée des boîtes de nuit, justement. Donc c'est incroyable que en fait, t'as fait le rapprochement, mais c'est exactement le même type de truc. Faut rentrer dans, toujours jouer un rôle, le rôle du petit enfant de l'enfant bien sage. C'est ça, de l'enfant bien sage, de la classe qui se tient bien, qui se tient sage. On va peut-être en reparler de cette phrase qui fera date, comme on dit. Alors, il y a. T'as dit que ça a permis un peu aux gens, aux francophones sur TikTok de se retrouver, de voir qu'ils n'étaient pas seuls à militer pour ça, et de politiser en acte, en fait, de faire de la politisation en acte, en fait. Mais il y a un truc encore plus fort qui s'appelait Youth for Climate, donc la jeunesse pour le climat, en anglais, et qui s'est passé dans le monde entier, il me semble. Est-ce que toi, tu en sais un petit peu plus en tant que plus jeune que moi, du coup? Bah, je pense que c'est un mouvement plutôt connu. Je sais pas vraiment ce que je peux dire dessus. C'est juste un mouvement jeune de écolo. Donc, c'était il n'y avait pas que ça, mais c'était beaucoup l'organisation de marches pour le climat, donc de manifestations jeunes plutôt. Enfin, il y avait beaucoup de jeunes qui y allaient euh, pour militer pour des vraies actions contre le réchauffement climatique. Et c'est un mouvement qui avait mobilisé beaucoup de monde, qui s'est un peu essoufflé, j'ai l'impression, durant cette crise Covid. Et peut-être que ça n'a pas de rapport avec la crise sanitaire, mais qui s'est essoufflé, mais qui avait mobilisé beaucoup de monde. Et c'était pas forcément des personnes d'extrême gauche ou qui avaient l'habitude du militantisme un peu plus conventionnel. J'imagine là plus enfin, c'est pas forcément des personnes qui avaient l'habitude de bloquer leur lycée, de faire des trucs lambda dans le parcours du militantisme de gauche, la construction de gauche en mode tu bloques ton lycée, tu vas aux jeunesses communistes, tu vas à la CGT. C'était plus des personnes qui n'avaient pas l'habitude de ce militantisme-là et qui sentaient bien qu'il y avait un problème avec le climat, pas forcément avec le capitalisme, et avec la façon dont nos gouvernements prennent les décisions sur le climat. Et du coup, ouais, ça avait mobilisé, comme le mouvement des jupes, ça avait mobilisé beaucoup de monde et pas forcément des personnes qui ont l'habitude de militantisme. Ouais. Ouais, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la jeunesse, mais vraiment la grande jeunesse des gens qui étaient là. Il y avait parfois des gens qui venaient des écoles primaires, hein, parfois. Bon, après l'école primaire, c'est pas vraiment la politisation, c'est plus du civisme, quoi, se dire, enfin c'est logique quand on t'explique simplement le changement, enfin la catastrophe climatique, un enfant de 8 ans, il va forcément être pas d'accord, à dire ah bah non, faut faire quelque chose, c'est normal, en fait. J'aurais peut-être une petite critique par rapport à Youth for Climate, c'est qu'il a vachement été personnifié par Greta Thunberg, qui est très bien, c'est pas elle le problème, c'est le fait que ça a un peu été elle le mouvement, et c'est aussi pour ça que les luttes s'essoufflent en général, c'est quand ça se focalise autour d'un sujet en particulier ou d'une personne en particulier, et comme tu l'as dit, c'est pas contre le capitalisme évidemment, c'est contre la manière dont les dirigeants et dirigeantes s'occupent du climat. Bon, en fait, c'est une école en quelque sorte, et en fait, on peut faire
On va faire un pari que la plupart des gens qui ont vu que essayer de faire pression pour que Macron vote une taxe carbone, je sais pas quoi, ça marche pas, bah du coup ils vont essayer d'autres trucs un peu plus concrètes, etc., etc. C'est normal, on passe tous par là, hein. Moi-même j'ai milité à la France Insoumise, j'en ai un peu honte, mais je vous l'avoue aujourd'hui, enfin ce soir, voilà, Waouh. c'est la confession. Voilà. Bon, on fait tous des erreurs, j'ai été un peu perdu dans la vie, bon voilà. J'ai milité à l'UNEF aussi, mais la tendance JC de l'UNEF, voilà. Voilà. Mais j'ai jamais été à la JC par contre. Voilà. Ah bah, je te le conseille pas. Il y a d'autres gens qui sont arrivés, donc il y a Vaolayorar Veganinu Kipu qui dit coucou, et Ayla qui dit coucou. Alors, pour Vaolayor, désolé pour ton prénom, pour ton nom, est-ce que c'est de l'estonien par hasard? Dans ce cas-là, télé, comment on dit bonsoir en estonien? Alors, je sais plus, j'avais appris un peu l'estonien, peu importe. Alors on a parlé du mouvement des jupes du 14 septembre, de Year for Climate, mais il y a d'autres, là c'est des luttes qui sont un peu passées, comme tu as dit, il y a eu le Covid, entre autres, et mais il y a d'autres luttes qui continuent. Je peux dire BAP, c'est du norvégien, ah mince, je me suis un peu gouré, bref. On a, donc, il y a Parcoursup, il y a le SNU, il y a la réforme chômage-retraite qui touche aussi les jeunes. Enfin, quand t'as 18 ans, t'as envie de savoir à quel âge tu vas arrêter de travailler, par exemple, j'imagine. Enfin, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est vivement que ça s'arrête. J'ai même pas commencé de travailler. Je me suis dit, oh non, je veux pas que ça enfin, je veux pas que ça continue, quoi. Alors, Parcoursup, tu l'as peut-être pas encore vécu. Non, t'as 17 ans, donc t'es en terminale, tu m'as dit, donc t'as pas encore vécu, je pense. Enfin, est-ce que t'en sais plus sur Parcoursup? Non, honnêtement, j'en sais pas plus et je pense que c'est vachement choquant de pas savoir exactement comment la plateforme elle fonctionne. Nos profs, ils nous ont clairement dit, en ce début d'année, ils nous ont clairement dit, ouais, votre classe, il y a de grandes chances que vous ayez à peu près tous le bac. Le vrai problème cette année, c'est Parcoursup et c'est trouver des écoles qui vont à tout le monde dans la classe. Trouver des trucs que vous voulez tous faire. Et c'était, enfin, moi, ça m'a choqué sur quoi j'ai fait, ah, ok, donc le défi de cette année, hein, de la terminale, l'année du bac, c'est pas le bac, c'est Parcoursup. Ouais. Super. Alors moi j'ai milité, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont des gens qui sont en chat actuellement dans le mouvement contre le Parcoursup, mais j'étais déjà à la fac à ce moment-là, donc je militais pour pas que d'autres gens qui passent après moi aient à subir. Je peux te dire comment ça se passait avant. C'était très nul, mais c'était pas aussi nul que ça. Alors ça s'appelait APB, donc admission post-bac, et en gros on faisait jusqu'à 10 choix, voire même plus je crois, et en gros c'était par ordre de préférence, et ils répondaient un peu tous en même temps, en fonction des rentrées scolaires, etc. Et en gros c'est le chiffre le mieux, comment dire, celui qui est le plus proche du numéro 1, du number 1, qui t'a accepté, bah du coup t'as accepté dans le truc. Moi c'était simple, j'ai juste voulu faire une fac publique de langue étrangère appliquée, donc du coup j'ai juste mis langue étrangère appliquée de ma ville, et puis j'ai été accepté parce que c'était comme ça que ça marchait. La fac, tout le monde pouvait y accéder du moment qu'on avait le bac en poche. Pareil, quand on faisait une licence, quand t'avais ta licence d'histoire par exemple, tu pouvais aller passer en master tout de suite en histoire, c'est logique, t'as une formation d'histoire de base, tu peux faire la formation approfondie d'histoire. Aujourd'hui avec Parcoursup, c'est pas aussi simple que ça. En fait, je connais de loin quelqu'un, donc le fils d'une collègue, qui a une licence d'histoire et qui voulait faire un master recherche en histoire, mais qui lui a été refusé parce qu'il fallait qu'il ait un dossier. Et maintenant c'est plus en gros le rôle auquel on est assigné en quelque sorte en tant qu'aspirant et aspirante prolétaire, c'est exactement ça, c'est constituer un CV, constituer un dossier qui va dire bah embauchez-moi plutôt qu'un autre, alors que la fac publique, enfin là je parle particulièrement de la fac publique, mais c'était déjà un peu ça pour les écoles privées, les grandes écoles, les écoles de commerce, tout ça. Mais voilà, c'était en gros la fac, c'était un peu la démocratisation entre guillemets, donc n'importe qui pouvait y aller du moment qu'il y avait le diplôme qui permettait d'aller au niveau suivant. Là il faut un dossier pour prouver que tu as la motivation de faire telle licence, alors que qu'on soit d'accord, quand on a 18 ans,
enfin moi c'est pas mon cas, je connaissais personne dans ce cas-là. À 18 ans, tu sais pas ce que tu veux faire toute ta vie. D'ailleurs, on sait très bien que maintenant, plus personne va faire le. Quelqu'un qui va commencer à 18 ans à te travailler là, il va forcément changer de métier entre deux, vu la précarisation, la flexibilisation, etc. Donc c'est absurde. Enfin, j'aurais trop de trucs à dire, et vu que je suis même pas une personne concernée, ça devient un peu gênant. Donc on va parler d'autre chose. Il y a le SNU, donc Service National Universel. En quelques mots, c'est quoi le SNU? C'est pas vraiment un service militaire, ça s'en rapproche pas énormément, mais c'est un service avec des personnes de l'armée qui, alors, normalement, il n'y a pas jamais eu il y a que des versions test, il n'y a jamais eu de vraies versions du SNU, enfin, à échelle réelle. Du coup, c'est encore un peu flou ce qui s'y passera, mais c'est concrètement, c'est enfermer des jeunes avec des militaires pendant un petit moment pour voir ce qui s'y passe. C'est pour les. Ouais, c'est comme la journée d'appel. Je viens de voir dans le chat quelqu'un qui dit Oui. c'est la journée d'appel. Non, c'est comme à peu près comme la journée d'appel, mais ça dure plus longtemps et c'est plus endoctrinant. C'est pas juste une journée, c'est plusieurs jours. Il me semble que c'était un truc comme. Je sais pas si. Parce que les formes, elles sont pas encore tout à fait définies, mais c'est un truc plus un mois, il me semble. Oui. Et c'est pour but de t'apprendre les valeurs de la République et de la patrie. Sympa. Du travail et de la famille Exactement. et du drapeau. La Voilà. République. La République de Mélenchon, du coup. Bref, parce que la République, c'est Mélenchon. Bref. Cette journée d'appel, c'était une journée de trop. Alors oui, la journée d'appel, je sais pas si tu l'as déjà faite, mais moi, c'était la journée la plus longue de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie comme la journée qui a duré 100 ans, en fait. Vraiment, c'était ennuyeux. Je veux pas te faire peur si tu l'as pas encore passé, mais c'est Je l'ai horrible. pas encore fait, mais je dois la faire très bientôt. Donc ça fait... Ah, c'est motivant. Désolé. Non, bah après, tu peux C'est avoir pas de la grave. chance. Parfois, il y a bon, ça reste des militaires qui s'en occupent, mais des fois, il y en a qui discutent de trucs plus intéressants, mais ça va être surtout pour essayer de t'endoctriner, et du coup, ils vont passer plein de vidéos de propagande, soyez réservistes, engagez-vous dans la gendarmerie, je sais pas quoi. Et bah du coup, si t'es plus anarchiste en sortant, on saura pourquoi, du coup. On sait comment ça marche. Alors c'est, comme disait, c'est un peu comme la journée d'appel, sauf que tu dors dans une caserne, il me semble, enfin dans un truc qui ressemble à une caserne, hein, on peut le dire comme ça. Il y a le lever de drapeau tous les matins avec l'hymne qu'on chante tous les La matins. Marseillaise. Voilà, la fameuse Marseillaise qui parle de sang impur, par exemple. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi l'admiration du général de Gaulle. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est les versions test, hein. Peut-être qu'ils vont tout enlever, mais dans ce cas-là, ce serait plus un service. Je sais pas ce que ce serait du coup. Et ils disent, ce sera pas obligatoire. Mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit il y a 5 minutes, il y a Parcoursup. Il y a un système de Parcoursup qui fait qu'il faut constituer un dossier pour prouver qu'on a la volonté de faire tel parcours, du coup, entre guillemets, parce que c'est pour ça, parcours. Du coup, c'est à peu près... Enfin, moi, ça me paraît évident que du coup, il va y avoir une discrimination entre les gens qui vont faire de l'objection de conscience, entre guillemets, en disant non, je ne veux pas, c'est pas obligatoire, j'en profite, voilà, je profite de mes vacances. Et les gens qui vont dire ouais, vive De Gaulle, vive la Marseillaise, tout ça, qui vont rejoindre le SNU, tout ça. C'est évident, et enfin, moi, je me demande comment les gens font pour pas se rendre compte que dire ouais, c'est pas obligatoire, ça change rien en fait. C'est peut-être même pire au final, parce que du coup, il y aura de la discrimination. Pas que je veuille le service militaire pour tous, mais bon. J'ai parlé rapidement de la réforme chômage-retraite. Est-ce que... Moi, j'avais une question peut-être un peu plus profonde que juste parler des réformes chômage, pour terminer, parce que ça fait déjà 1 heure, à moins qu'on ait encore d'autres trucs à dire. C'est comment tu vois ton avenir par rapport au monde du travail, en fait, par rapport à l'économie, par rapport à ta place dans le monde du travail. Eh ben, c'est vachement flou. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est pouvoir survivre, ne pas être précaire et pouvoir vivre, pouvoir me nourrir, pouvoir me loger. Donc, c'est des buts vachement, vachement poussés quand même, hein, ça va Oui. loin. Et c'est vrai que j'ai fait la plupart des manifs contre la réforme chômage. Et c'est vrai que la question s'est beaucoup posée de, en fait, moi, ma retraite,
je vais l'apprendre un jour. Est-ce que depuis que je suis petit, j'ai enchaîné école, collège, lycée. Après, j'irai peut-être à la fac, j'irai peut-être faire autre chose, etc. Des études supérieures, le monde du travail jusqu'à quand? Enfin, j'ai 17 ans et ma seule idée, c'est quand est-ce que je pourrais arrêter de travailler? Quand est-ce que je pourrais rien faire, entre guillemets, hein, pas rien faire, mais quand est-ce que je serais plus obligée d'aller tel jour à l'école, tel jour au travail, tel jour faire ci, faire ça, et avoir un temps où je peux me développer en tant que personne, en tant qu'individu. Quel moment dans la vie sont adaptés à ne rien faire, à juste réfléchir, à juste penser et c'est très inquiétant. Et Parcoursup et la réforme chômage euh, inquiètent beaucoup de personnes jeunes dans mon entourage qui disent, en fait, ma vie, concrètement, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Ma vie, il va jamais, ça va être toujours que le travail et il y aura jamais de, il y a plus d'espoir dans la vie des plupart des jeunes que je côtoie. Quand on regarde notre avenir, c'est pas très joyeux. Du coup, c'est ouais, c'est pas quelque chose auquel tous les jours on va dire oh mince, quand j'aurai 60 ans, j'aurai pas ma retraite. Mais c'est quelque chose quand on réfléchit à notre avenir et qu'on réfléchit à quelle étude on veut faire, on se dit oui, mais après ça, j'irai travailler. Et après mon travail, je ferai quoi? Parce que ma vie, ça va. Si, du coup, dans la société capitaliste, la vie, c'est que ton travail. Mais personne ne rêve de faire que travailler après travailler. Je pense qu'on s'entend à peu près sur la définition. Oui. Il y a du travail que tu kiffes faire, mais je parle là plus de travailler en tant que prolétaire. Ouais, il y a le. Donc, ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y, Ah, d'accord. non, c'est pas grave, je t'en prie. Il y a beaucoup de confusion quand j'écris par exemple sur mon blog ou que je dis en live que je fais des critiques du travail en général. Je suis pas pour qu'on fiche rien de la vie, je suis pas pour l'oisiveté. En tant qu'anarchiste, on est contre le travail au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire produire de la plus-value pour une entreprise, produire de l'argent tout court, pour se lever tous les matins à telle heure pour faire telle activité qui n'a clairement aucune utilité concrète, qui ne fait que se justifier lui-même. Je le montre bien c'est écrit dans mon blog, et voilà, pour dire plus vite rapidement. Non, mais par exemple la Poste, par exemple, je prouve très facilement, très simplement pourquoi la Poste, sans capitalisme et même sans État, elle sert plus à rien. En fait, la Poste, elle distribue quoi? De la publicité pour la moitié, et l'autre moitié, enfin pour résumer très rapidement, hein, et l'autre moitié c'est des papiers d'État, donc d'administratifs, des recommandés, d'avocats, tout ça, plein de trucs qui n'existeraient pas sans capitalisme. Donc du coup, tous les matins, je me levais super tôt à une heure que j'aurais jamais imaginé être capable de faire, pour aller dans le grand hangar qui pue plein de poussière, trier des milliers de courriers, des milliers de courriers tous les jours, en me disant, au bout d'une heure de boulot de tri, comme ça j'en ai plein au crâne et je me dis mais merde, ça va être ça demain, puis après-demain, puis après-demain, puis comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, puis j'ai 2 mois de contrat, donc du coup je vais faire ça pendant 2 mois, et voilà, sachant qu'en plus les conditions de travail en plus sont catastrophiques à la Poste, comme partout, en fait dans tous les services publics. Travail entendu comme travail salarié, comme dit Quentin Tamar. Ouais, après, on va pas rentrer dans des débats hyper profonds sur ce que c'est salarié ou travail tout court. On est d'accord dans l'ensemble que on peut très bien vivre sans argent, etc. On est anarchiste ici. Il y a Ameldir, il y a Ameldir, il dit, qui reparle du service, il dit concrètement, le service militaire, là où ça existe, comme en Russie par exemple, c'est les activités, c'est genre creuser les trous le lundi et les reboucher le mardi. Bonjour l'utilité du truc, quoi. À la limite, si ça peut apprendre à des gens à servir d'armes pour se défendre contre le capitalisme et créer des guérillas, ok. Mais non, c'est juste pour creuser des trous, creuser sa propre tombe. Voilà. Voilà. Oui. Bonsoir Quentin Tamar. Personne rêve de se faire exploiter. Personne. En fait, je connais personne dans ma vie à qui, si t'étais capable de faire la même chose sans être obligé de le faire et obligé de la faire de la même manière, je connais personne qui va me dire oh non, je ferai tout pareil, je me leverai à 6h du matin, voire 5h pour distribuer de la publicité à des gens qui n'ont rien à fiche, quoi. Je connais personne qui dirait ça, quoi. Exactement. Je voulais... Ah oui, on avait Travail facile ou Besogne très dur. Ah, c'est une chanson, ça. Bonjour Yaz. Oui, c'est à la fin. Après, je crois que la suite, c'est
n'ont de sens. Enfin, genre, c'est juste l'utilité Ah ouais, dans deux sens que par leur qui est utilité, cool. oui, Enfin, un oui. truc voilà, c'est ça, je crois que c'est ça. Doit se regrouper que par affinité. C'est quoi cette chanson déjà? C'est le triomphe de l'anarchie, je crois, je sais plus. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, peu importe. Du coup, Mais par exemple, vas-y, vas-y. vis-à-vis du travail, moi je suis dans une filière d'art appliqué, donc tous les métiers d'art, architecte, illustrateur, graphiste, etc. Et la question s'est beaucoup posée avec, entre moi et mes amis militants de gauche. La question c'est, euh, ok, on veut travailler parce qu'on veut vivre et qu'on ne veut pas crever et qu'on ne veut pas être précaire, mais on ne veut pas travailler pour le capital, on ne veut pas travailler pour le capitalisme. Du coup, c'est quoi nos choix de vie? Parce que actuellement, même si on peut considérer le fait d'être artiste comme un travail, entre gros guillemets, c'est pas un travail salarial, mais c'est ce que tu fais tous les jours pour essayer de gagner ton pain. Euh, Attends, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est précaire. On veut bien être artiste, mais on veut bien vivre notre art parce que notre art, c'est très important pour nous, ça nous touche énormément, c'est des choses qui ont du sens pour nous. Mais on ne peut pas en vivre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crève de faim? Ou est-ce qu'on travaille pour le capitalisme et on fait des petites affiches stylées pour pouvoir vendre des jus de fruits, par exemple? Ça sent le vécu, mais... Effectivement. Là, c'est ça, l'argent, il se rend indispensable, le capitalisme rend ses outils indispensables. T'es obligé de passer par l'école, t'es obligé de passer par le lycée, qui est une sorte de... j'allais dire mot prison, mais c'est peut-être un peu exagéré parce que je suis jamais rentré dans une prison et que le sort m'en préserve. Mais voilà, on est obligé de passer par le lycée, par la fac, t'es obligé de faire des travaux de merde, produire des produits de merde avec un patron de merde qui te crie des trucs de merde à la tronche. Et tout ce monde de caca, à part si tu bosses dans les fosses septiques et tout ça, t'en as un peu marre en fait. Enfin, même si tu te bosses dans les fosses septiques, je pense que t'en as marre au bout d'un moment, quoi. Mais voilà, t'es obligé de passer par le capitalisme, t'es obligé de passer par l'agisme, à part si évidemment on lutte pour nos droits, pour renverser ce monde de merde. Et j'ai fait trop de comparaisons au caca, c'est pas très... ça peut trop... bref. En plus ça va bientôt l'heure de manger pour les gens là, donc ça va un peu les dégoûter. Alors je voulais faire une petite... on avait parlé de la retraite et réforme chômage et tout, mais moi j'ai fait un calcul très simple. C'est simple, si je commençais à travailler là tout de suite, là, si du jour au lendemain j'avais un CDI de 35 heures et que je cotisais, même que je bossais genre au maximum, donc je crois que le maximum c'est 49 heures, je crois le maximum par semaine, et je serais à la retraite vers 68 ans, un truc comme ça, 67 ans. Mais c'est à condition uniquement que je trouve un CDI tout de suite, un contrat à durée indéterminée, et que je me fasse jamais virer et que je fasse des heures sup. Donc je me dis, 68 ans, à ce rythme-là, soit je vais mourir avant, ce que je ne souhaite pas, soit je serai trop malade à la fin pour profiter, entre guillemets, de la fin du travail pour moi. Donc je me dis, dans ce cas-là, autant ne pas travailler du tout. Je me dis, autant être à la retraite tout de suite. C'est ce que je me dis. Mais après, c'est pas possible, comme tu l'as dit, on est obligé de passer par le capitalisme. Donc moi je suis plutôt dans la branche anti-travail de l'anarchie, au sens où on essaie de travailler le moins possible, au sens... mon ordi a craché? Ah non, j'ai cru que mon ordi avait craché, j'ai eu trop peur. C'est devenu tout noir d'un coup. C'est bon. J'ai eu trop peur. En gros, ne plus travailler le moins possible, c'est-à-dire au sens faire le moins de choses que je ne veux pas faire, qui est pour le capitalisme. Donc on est toujours dans ce dilemme-là. Faire le minimum pour pouvoir manger. Et moi je me contente de pâtes ketchup, hein, c'est bon, hein, même sans ketchup je peux m'en contenter, c'est pas grave. Et j'ai cette chance de pouvoir me dire ça, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se dire ça. Et en même temps, je sais plus ce que je veux dire. Oui, et en même temps bosser le moins possible. Donc du coup, en ce moment je bosse en centre aéré. Les centres aérés, c'est ouvert quand l'école s'est fermée. L'école s'est fermée le mercredi, donc je bosse le mercredi. Donc j'ai un week-end de 6 jours toutes les semaines. Moi, ça me va bien. Ça me paye le loyer, un peu de nourriture. Et bon, je suis encore dépendante en partie de ma famille. Mais quand il y a les vacances, moi je bosse. Du coup, ça me dérange pas de faire 2 semaines
2 semaines tous les 3 mois, ça me dérange pas. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu d'argent de côté pour tenir jusqu'aux prochaines vacances, etc. Donc c'est vraiment, c'est un peu cette démarche-là en fait, poussée un peu à son extrême. Hein, on est d'extrême gauche ici, donc tout est extrême. Et du coup, c'est avoir des week-ends de 6 jours pendant que les gens travaillent, pendant que les gens sont en vacances. Donc la semaine de vacances ou les 2 semaines, bah je bosse. Et puis voilà, je préfère avoir des week-ends de 6 jours et faire des lives super avec des gens super en chat ou en interview qu'avoir une grosse bagnole et plein de Nike. Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà. Alors j'ai eu plein de commentaires dans le chat. RZ de pensée, bonjour à toi déjà, qui dit salut tout le monde. J'ai vu que ça tapait sur le capitalisme, ça vous embête si je vous regarde? Aucun problème, on est là pour ça. Bratatak qui dit aujourd'hui tout est capitaliste. Yaz qui dit le triomphe de l'anarchie, qui précise que c'était le triomphe de l'anarchie. Bap, donc le pseudo norvégien, qui dit les références catalogiques ne seront jamais abusées, évidemment. Au moins c'est pas oppressif le scato, je pense. À part pour les scatophiles, mais bon, je sais pas comment régler ce problème de pas shamer les scatophiles, désolé. Quentin Tamar qui dit le live entre guillemets cacanartube, d'accord. On essaie de faire des jeux de mots, c'est bon, on se lâche, c'est la fin là, on est fatigué. Bratatak qui dit exact, étant proche de la quarantaine, pour moi c'est 67 ans la retraite. Waouh la vache. Mais ouais, mais moi aussi ça va être ça, 67 ans. Je me dis, quand je vois l'état dans lequel sont mes parents déjà et qui sont à quelques années de la retraite, je me dis, et qui sont à 59 et quelques, voire 57, je me dis, mais la vache, moi 10 ans après eux, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, je vais faire. C'est pas possible, j'ai pas d'autres mots. Ah, il y a Bratata qui dit aujourd'hui à 60. Excuse-moi. Vas-y. Je disais, personne s'imagine, personne n'a envie de travailler jusqu'à 70 ans, etc. Personne n'a envie de sa vie être réduite à travailler jusqu'à ta mort. Personne ne souhaite ça. Bah oui, non, oui. Si quelqu'un souhaite ça, je suis désolée, il faut remettre en question tes priorités là. Hein. Clairement. Ah, et en plus, qui peut se projeter 40 voire 50 ans en avance comme ça? Qui peut dire bah dans 40 ans je serai à la retraite donc je vais pouvoir prévoir un voyage à je sais pas pendant 2 mois faire le tour de l'Europe? Non, personne peut se dire ça en fait. Personne peut se dire dans 40 ans. À part les bourgeois. Oui, à part les bourgeois. Évidemment, les bourgeois ils ont une espérance de vie beaucoup plus élevée que les prolos, donc c'est normal que c'est surtout des prolos qui luttent contre le capitalisme. En même temps, c'est les bourgeois. Enfin, bref, on va pas refaire du marxisme de base. Abeldir qui dit et puis il faut voir le montant des pensions. Effectivement, oui. Ma mère, par exemple, elle hésite maintenant. Elle a toujours dit bon, je vais encore tenir 2-3 ans pour avoir une retraite bien. Mais là, elle est en train de se dire bah tant pis, je vais prendre ma retraite le plus tôt possible. Et elle va gagner, elle va perdre beaucoup d'argent en fait comparé à ce qu'elle gagne actuellement. Donc, soit elle s'habitue à un nouveau train de vie. Et je sais pas si c'est. Bon, je sais pas comment ça marche, moi je peux pas me projeter, je me rends pas compte comment c'est la vie quand t'as 57 ans, quand t'as une maison, 2 enfants et demi et une voiture et un chien, je peux pas me rendre compte. Zect qui est moins optimiste, qui dit on mourra avant la retraite complète, il précise complète quand même, d'accord. Bratata qui dit selon la loi on a la retraite max à 67 ans sans condition. Sauf que justement, il y a une réforme des retraites, m'étonnerait que ça reste en fait, je pense. Donc, oui. Bap qui dit mais clairement il y a des gros enjeux autour de la paresse entre guillemets, c'est ultra toxique. Dans la moindre des activités qu'on fait, que ce soit le loisir ou pas, on doit être le plus productif ou productive possible, ça n'a aucun sens. Je sais pas, on peut juste chill, pas besoin de courir partout, bah oui exactement. Par exemple, là mon live, je pourrais très bien faire en sorte à ce qu'il soit super bien, et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un générique au début, pendant des heures j'ai fait un générique, mais c'est parce que ça me passionnait, c'est pas parce que je voulais être la plus productive possible. Là on est 14 en moyenne selon le Twitch là, en live, c'est super, j'ai pas envie qu'on soit 1400 là tout de suite. Moi ça me suffit 14, tout simplement. Erzaz de pensée qui dit au final la retraite c'est pas une récompense pour ton boulot, limite c'est plutôt l'âge auquel c'est compliqué de t'exploiter. C'est un peu ça, ouais. Exactement. C'est bien résumé par rapport à la retraite. Et c'est dingue qu'un live sur l'agisme, on finit par parler de la retraite. C'est un peu comme on a parlé du collège et de l'école. On a parlé un peu du travail, la retraite, on a fait. Oui.
Vas-y. Mais c'est vrai que la retraite, en fait, c'est une épée de Damoclès, c'est une sentence au-dessus de nos têtes en mode, vous avez fini le lycée, maintenant ça va être un peu moins amusant. La fac aussi, du coup. Genre, vous avez fini vos études, maintenant vous rentrez dans le monde du travail, on arrête d'être des enfants, et plus tard, dans 60 ans, peut-être 50 ans, vous pourrez vous amuser. Maintenant, c'est le moment d'être sérieux, de bien travailler. Les enfants, on arrête de s'amuser, maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est un peu aussi ce discours-là, je pense, vis-à-vis de la retraite, et ça inquiète beaucoup de personnes jeunes, plus ce qu'on pourrait penser. Bien sûr, moi-même j'ai appréhendé le bac, j'ai appréhendé les examens de fac, même si au final j'étais plus stressé, au final vu que j'avais compris les astuces, entre guillemets, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement d'une institution, tu sais un peu pas la pirater, mais un peu passer entre les mailles du filet. En fait, c'est un petit peu comme la punition de l'enfant. C'est genre, si t'es, comme t'as dit, c'est un peu la continuité de l'agisme, mais de la bourgeoisie cette fois sur tout le prolétariat. C'est si tu te comportes bien, peut-être qu'on te permettra de passer 4-5 ans, 4-5 ans avec une retraite, quoi. C'est un peu ça. Si tu te comportes bien, t'auras ça peut-être. C'est le truc récompense, quoi. Qui est légitime comme une récompense, mais c'est juste que quand t'as la moyenne d'âge des gens qui ont bossé toute leur vie, enfin la moyenne, quand t'as bossé toute ta vie, en général à 65 ans t'es plus en état, quoi. Surtout si tu fais des trucs genre être soignante et que tu dois soulever des gens pour leur faire leur toilette, tu dois vraiment attraper les gens, les sortir de leur fauteuil roulant pour les nettoyer, enfin t'as plus la force de faire ça toi-même, t'es une personne âgée, entre guillemets, hein. 65 ans c'est encore jeune, enfin d'une certaine manière c'est pas trop les gens qui vont en EHPAD, mais ce serait dingue quand même. Enfin, voilà, je commence à me perdre dans mes mes indignations. Ah, il y a des gens qui ressortent les sujets qui fâchent. Alors il y a Quentin Tamar qui dit: est-ce qu'il faudrait pas être à la retraite dès la naissance? Et Bratatak qui répond: oui, le fameux salaire à vie. Est-ce que alors est-ce que toi tu as un avis sur le salaire à vie, ou est-ce que c'est un sujet que c'est un sujet que je connais pas particulièrement, mais à quoi ça sert le salaire à vie si on abolit l'argent? Voilà, je pense que c'est la réponse la plus courte qu'on peut faire, hein, bravo. Hein. Voilà. Y a Bab qui dit: bah y avait pas un lobbyiste pro-tabac ou un ministre de l'UE qui avait dit, entre guillemets, ouais le tabac c'est trop bien, ça réduit l'espérance de vie, ça permet d'avoir moins de retraités qui travaillent pas. Ah ouais quand même. Ah oui, faut encourager la consommation de drogue à outrance là, comme ça, voilà, c'est bon là. Ratatak, j'ai ouï dire de ça, avec un lol. Amel dire, et l'argument pour augmenter l'âge de la retraite, c'est qu'on vit plus longtemps. Sauf qu'on vit plus longtemps aussi parce qu'on bosse moins qu'il y a 100 ans. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bah après, est-ce que toi t'as d'autres choses à dire en particulier? Non, pas forcément. Moi, je pense qu'on a fait le tour des points à aborder enfin, les points les plus instinctifs vis-à-vis de l'agisme. Ouais. Ouais, il me semble qu'on a fait une émission assez réussie. On a eu un pic jusqu'à 17 personnes quand même en moyenne. Et puis je vais mettre évidemment. J'annonce tout de suite en live que je vais mettre ça sur YouTube, peut-être dès ce soir. J'espère que je vais avoir le courage de faire ça dès ce soir, parce que c'est pénible. Bratatak qui te félicite, qui dit bonne réponse par rapport à l'abolition de l'argent. Non mais Rafa était pas en examen, c'était pas un examen de l'anarchisme. Ah bon? Allez, interro surprise, tout le monde dans le chat sort une feuille, s'il vous plaît, avec un stylo. Non. Alors on va arrêter l'émission là. Je tiens, du coup je vais faire l'annonce pour ce qui a à suivre pour l'émission. Demain on va essayer de retrouver des textes sur l'agisme. Je sais pas si j'en ai. Est-ce que toi t'aurais des blogs à moi? J'ai pas TikTok donc je peux pas regarder les TikTok malheureusement. Mais est-ce que toi t'aurais des blogs ou des sites comme ça à me recommander? Non, pas forcément. Pour le coup, non, pas forcément. D'accord. Ah, il y a. C'est pas grave, je me débrouillerai. Au pire, je continuerai mes lectures sur le sociodémisme et notamment sur le salaire à vie, vous allez voir. Il y a des gens qui vont se bagarrer dans le chat, c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Bratatak qui dit: c'est bien d'entendre des pensées jeunes, qui fait la life. Je pense que j'ai entendu ça. La dernière fois que j'ai entendu ça, je devais avoir 4 ans, je crois, qui fait la life. Donc, excuse-moi, Bratatak, mais
Je dirais pas ok boomer. Ah merde, je viens de le dire, désolé. Bon. Donc, on va vous laisser avec Sheila qui chante Premier jour d'école. Voilà, qui parle un petit peu de plein de trucs. je ne saurais pas résumer. A tout de suite, enfin à plus tard du coup, à demain. Et du coup, bah au revoir Rafa. Au revoir le chat. Salut.